Merci beaucoup. Bienvenue à cette présentation aujourd'hui sur la proche aidance interprovinciale, témoignages et stratégies. Comme je disais, là, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui. L'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, le SANO, offre des webinaires en direct présentés par des experts en la matière sur différents sujets d'actualité importants pour les personnes aidantes naturelles. Notre but est d'offrir du soutien et des ressources aux personnes qui offrent gratuitement leur temps pour prendre soin de quelqu'un, tel qu'un membre de la famille, un ami ou un voisin. Mon nom est Anne-Marie Boutiette, je suis responsable régionale à Losano et je serai votre modératrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Avant de commencer, prenons un moment pour reconnaître les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Bien que nous nous réunissions dans un espace virtuel, il est important de reconnaître cette terre où nous vivons tous. Je me joins à vous de Cobourg, au bord du lac Ontario, territoire traditionnel des peuples Mississauga, Anishinaabe, Wendake, Nio-Wensio et Haudenosaunee, couvert par les traités de Williams signés en 1923. En tant que colonisateurs et colonisatrices, nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de nous réunir ici et nous remercions toutes les générations de personnes qui ont pris soin de cette terre depuis des milliers d'années. Nous vous invitons à prendre un moment pour réfléchir aux territoires sur lesquels vous vous trouvez. Et si ce concept est nouveau pour vous, vous pouvez utiliser la carte interactive qui sera partagée dans la boîte de discussion afin de vous aider à identifier le territoire traditionnel sur lequel vous vous situez. Donc, chaque jour, les personnes aidantes se feraient un chemin à travers les complexités du système de santé pour soutenir leurs proches. Pour ceux et celles qui accompagnent une personne vivant dans une autre province, cette tâche est encore plus compliquée. Dans ce webinaire, l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario, le SANO, et l'Appui pour les proches aidants collaborent pour mettre en lumière les expériences de ces personnes aidantes qui doivent naviguer dans deux systèmes distincts, celui du Québec et de l'Ontario pour ce qui fait de notre panel d'aujourd'hui. Et puis, on espère vous offrir des stratégies à vous qui partagent cette réalité. Entre autres, on vous propose de découvrir les services qui sont offerts par le SANO et l'Appui pour vous aider à naviguer dans les deux systèmes provinciaux tout en prenant soin de vous-même. L'expérience vécue de personnes aidantes en Ontario et au Québec qui accompagnent un proche vivant dans l'autre province. Et puis des astuces et des pistes pour vous guider. Et pour ce faire, nous avons formé un panel de proches aidants et de professionnels à qui nous adresserons une série de questions pour en apprendre plus sur leur parcours et recevoir leurs conseils. Avant de rencontrer nos panélistes, on voulait d'abord vous présenter les deux organismes qui ont collaboré pour vous offrir cette présentation aujourd'hui. L'Appui et l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario sont tous deux des organismes communautaires qui visent à soutenir les personnes aidantes dans leur cheminement, que ce soit par le biais d'informations pertinentes ou de programmes ou de services pratiques. Avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Geneviève Gravel. Geneviève est la coordonnatrice à la formation et au transfert des connaissances à l'appui pour les proches aidants, un organisme à but non lucratif basé au Québec dont la mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. En quelques mots, Geneviève, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre organisme et le rôle que joue l'appui au Québec? Oui, bonjour tout le monde. Merci Anne-Marie. En fait, c'est ça, l'Appui pour les proches aidants, c'est un organisme qui est partenaire national du gouvernement du Québec. Et comme tu le mentionnais, la mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes proches aidantes. Donc, on peut dire en quelque sorte qu'on a trois mandats principaux, donc vraiment de soutenir les personnes proches aidantes, un volet de financement aussi, donc de financer des organismes communautaires à travers le Québec, et aussi de mener des actions de sensibilisation et de concertation. Et je pourrais là, vous parler un petit peu plus tard, là, durant le webinaire, un peu plus en détail des différents services qu'on offre. Et pour finir, là, je tiens à préciser que moi, je vous parle de Jonquière. Donc, je Ah, voyais qu'on avait une personne d'allemand, là. Donc, enchanté tout le monde. merci Geneviève. Et puis, pour ma part, pour ceux et celles qui ne connaissent pas l'OSANO, nous sommes aussi un organisme de bienfaisance financé en grande partie par le ministère de la Santé de l'Ontario. On a été créé au printemps de 2018 et notre mission, c'est de soutenir les quelques 4,2 millions de personnes aidantes à travers l'Ontario, des personnes ordinaires qui apportent un soutien physique et émotionnel à un membre de leur famille, un conjoint, un ami ou un voisin. Et nous faisons ceci par le biais de programmes et de services offerts gratuitement aux proches aidants, que je présenterai moi aussi un peu plus tard dans notre présentation aujourd'hui.
Donc, sans plus tarder, maintenant, il me fait plaisir d'accueillir Sylvie Pouliot et Apollo Gray Danis. Sylvie et Apollo Gray ont accompagné des membres de leur famille durant leur parcours dans le système de santé au Québec et en Ontario. Ils sont ici aujourd'hui pour partager leur expérience. Étudiant en mathématiques à l'Université d'Ottawa et agent de projet pour le projet de récit arc-en-ciel chez Franco Queer, Apollo Gray Danis est un leader engagé. En tant que personne trans, masculine, non-binaire, neurodivergente et proche aidant auprès de ses deux grands-parents aveugles et son arrière-grand-mère, Yael apporte un regard intersectionnel unique sur l'accessibilité et la justice sociale. Impliquée au sein du Bureau des services à la jeunesse et au comité jeunesse de It Gets Better Canada, Apollo Gray allie rigueur académique et humanité pour bâtir des espaces solidaires où chaque identité est pleinement valorisée. Et ensuite, Sylvie Pouliot est la fille aînée de trois, ayant une maman diagnostiquée avec l'Alzheimer à l'âge de 76 ans. Native de Gatineau, elle y demeure depuis toujours, tandis que ses parents et ses sœurs demeurent à Orléans, en Ontario, depuis plus de 20 ans. De par sa nature curieuse et son souci d'aider ses parents, elle s'est tournée vers la Société Alzheimer de l'Outaouais d'abord pour se renseigner, mais surtout pour avoir un support familial face au diagnostic de sa maman. Donc, je vous remercie les deux et puis je vais commencer par laisser, peut-être Sylvie, si tu veux commencer, je vais te laisser la parole. Et puis ensuite, on va entendre une histoire de Apollo Gray. Merci. Merci beaucoup, Anne-Marie. Alors, bonjour à tous. Comme Anne-Marie l'a mentionné, ça fait maintenant 7 ans que j'accompagne ma mère à la suite de son diagnostic d'Alzheimer. Je dois préciser qu'elle a été diagnostiquée il y a 7 ans et elle habitait à ce moment-là en Ontario, où elle habite toujours, mais avec mon père. Et c'est à ce moment-là que je suis allée vers la Société Alzheimer de l'Outaouais pour avoir du soutien. Pour moi, au tout début, c'était vraiment pour mieux comprendre et m'outiller, et aussi pour avoir des recours pour ma mère et mon père. Moi, j'habite à Gatineau. Bonjour à la personne qui est ici de Gatineau. C'est ça. La situation d'aidance, pour moi, a été particulièrement complexe parce que dans les dernières années, notre père est décédé et ça l'a causé un gros chambardement là, chez ma mère et ma mère habite maintenant avec ma sœur. Donc, je dois dire que nous sommes les 3 filles chez nous proches aidantes, mais particulièrement ma sœur avec qui ma mère habite en Ontario. Donc, bien que notre situation d'aidance, c'est quand même complexe parce que moi, j'habite ici et elles habitent là-bas, on est juste séparés par une trentaine de minutes en voiture, mais ça fait quand même une grosse différence et c'est dont je veux vous parler aujourd'hui. C'est ça, là, cette proximité géographique qui contraste avec les réalités administratives. Et je m'en suis vite aperçue lorsque j'ai commencé à participer aux sessions avec la Société Alzheimer, soit au niveau des services de soutien, des ressources disponibles, du système de santé, qui, eux, diffèrent là, d'une province à l'autre. Donc, ça l'entraînait pour nous des défis supplémentaires dans la coordination des soins, dans avoir l'accès à de l'aide là, et la continuité des services. Puis ça l'a rendu mon rôle un petit peu plus exigeant au quotidien. Dieu merci, je suis à la retraite et ma sœur aussi est à la retraite. Donc, mes 2 sœurs sont à la retraite. Donc, on s'occupe de maman, tout le monde ensemble. Mais vraiment, c'est cette proximité-là, puis les 2 provinces différentes. Là, c'est surtout au niveau des services, là, les services de soutien à domicile, les délais
excusez-moi, là, les délais pour obtenir de l'aide. Même une de nos toutes premières rencontres en famille avec la Société d'Alzheimer Outaouais, on s'est vite aperçu qu'il y avait beaucoup de choses au niveau administratif qui n'étaient pas les mêmes au Québec et en Ontario. Aussi simple que lorsque ma mère a été diagnostiquée, aussitôt qu'elle a reçu le diagnostic en Ontario, on lui a retiré ses permis de conduire. À l'époque, lorsque j'étais allée à la Société Alzheimer de l'Outaouais pour m'informer là-dessus, je me suis vite aperçue que c'était pas toujours le cas au Québec. Donc, c'était des petites différences comme ça, les différences au niveau fiscal aussi, qui ont fait que c'était difficile de jongler ça d'une province à l'autre. Le fait que les services n'étaient pas les mêmes nécessairement ou étaient les mêmes mais différaient un peu, ça m'obligeait à m'adapter pour comprendre les deux systèmes. Ne serait-ce que même au niveau du système de santé, d'avoir une travailleuse sociale ou quelqu'un qui travaillait avec notre famille, c'était différent du Québec à l'Ontario. Donc, on voulait vraiment assurer, en même temps qu'on s'en allait chercher de l'information, des choses pour notre appui, pour nous, les proches aidants, on voulait vraiment assurer que ma mère ait tous les soins ou tous les services auxquels elle pourrait avoir là, en Ontario pour que ce soit semblable à ce qu'elle aurait ici. Je dois dire aussi que ma visite ou mes rencontres à la Société d'Alzheimer de l'Outaouais étaient tout en français. Je n'étais pas au courant. J'ai été au courant un peu plus tard dans notre cheminement qu'il y avait la Société Alzheimer en Ontario. Mais même d'avoir organisé ou fait partie de rencontres là, c'était pas les mêmes services n'étaient pas offerts. C'était plus au niveau d'organiser ma mère, par exemple, ou de faire partie de rencontres avec d'autres personnes qui avaient l'Alzheimer. Alors, c'était moins, je dirais, pour ma part, l'appui des proches aidants. C'est ce qu'on a vécu en Ontario. Donc, c'était différent, ça se mariait bien, mais le fait d'avoir les services en français du côté du Québec, d'avoir une intervenante qui a pris notre famille en charge, même s'ils habitaient en Ontario et que c'était moi, la proche aidante qui habitait ici, on a eu des rencontres familiales, on a eu beaucoup, beaucoup de support à ce niveau-là et ça l'a été le point le plus fort, je dirais, pour nous aider dans notre cheminement. Bon, en préparant mon témoignage aujourd'hui, je me suis vite aperçue que j'ai eu recours à la Société Alzheimer de l'Ontario, de l'Outaouais, désolée. D'abord et avant tout, c'était des services pour moi, pour mon père, pour mes sœurs, pour nous outiller. Et c'est en fait ça qui nous a vraiment, vraiment permis de cheminer dans ça. Maintenant que ça fait 7 ans, je dirais que on est plus à la recherche de services ou d'accompagnement pour ma mère, de répit pour ma sœur avec qui ma mère habite. Mais je tiens à dire que le fait d'avoir eu cette aide-là en français a été déterminante pour nous. Ce que j'ai trouvé le plus difficile, mon plus grand défi, je dirais, c'était vraiment de coordonner ce qui était disponible en Ontario et peut-être le manque là, pour moi d'avoir cherché là, des réponses à ce niveau-là.
Donc, c'est un peu notre situation. Ma mère fait maintenant, a été référée par sa neurologue en Ontario. Ça a été très, très bien pour un service, là. Elle va une fois semaine dans un centre avec des gens qui sont diagnostiqués à peu près au même niveau où elle est dans sa maladie. Et ça aussi, là, ça a été très gagnant. Et c'est au niveau du professionnel de la santé que ça nous a été prescrit, je dirais, là. Mais ce que j'ai pu comprendre aussi, c'est que elle n'est pas assez avancée encore dans sa maladie. Et peut-être que c'est faux ce que je dis là, mais de ce que j'ai pu comprendre, elle n'a pas vraiment de personnes attitrées à elle comme elle l'aurait eu dans le cas si elle avait été dans la province ici, là. Donc, il y a beaucoup de petites différences comme ça qui sont floues et qui méritent vraiment là, d'être cherchées là, dans les différents réseaux qui nous sont disponibles. OK. Merci. Bien, merci beaucoup, Sylvie, pour ce petit aperçu. Puis on va parler plus longuement avec toi là, un petit peu plus tard dans notre présentation aujourd'hui. Alors là, j'aimerais inviter Apollo Gray à venir témoigner de son expérience. Puis on va continuer. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Apollo Gray. Euh, Comme ça a été mentionné, j'habite dans la ville d'Ottawa, un peu plus à l'est, à l'ouest de la ville plutôt. Euh, donc, jusqu'à tout récemment, j'étais proche aidant de mes deux grands-parents aveugles et de mon arrière-grand-mère. Malheureusement, mon grand-père est décédé très soudainement en février. Donc, bon, ça a enlevé euh, un peu de stress, ben, un peu d'un type de stress dans ma vie. Mais vraiment, aujourd'hui, je vais parler beaucoup plus de mon arrière-grand-mère. Donc, mon arrière-grand-mère, elle habitait au Québec jusqu'à peu près 2018, quand elle a décidé qu'elle ne voulait plus habiter tout seule, elle ne pouvait plus habiter tout seule. Elle est déménagée à Ottawa avec moi et mes grands-parents. Puis depuis ce moment-là, on était là pour elle. Mon arrière-grand-mère ne parle que le français et l'espagnol. Elle ne parle pas un seul mot en anglais. Donc, tu sais, j'ai quand même eu la chance qu'elle soit dans la même maison. Mais ensuite, une fois que sa maladie a beaucoup progressé, on voulait la retransférer au système de santé et le système de les systèmes de soins plutôt euh, à Montréal parce que beaucoup de ma famille élargie habite à Montréal et donc ça serait un peu plus facile pour elle de recevoir la famille, mais aussi euh, en cherchant à Ottawa, on a trouvé que c'était vraiment difficile de trouver les soins pour elle en français. Tu sais, les personnes qui venaient l'aider ne parlaient pas un seul mot de français, donc il devait toujours avoir moi ou quelqu'un d'autre dans la salle pour faire cette traduction pour elle. Euh, non seulement ça, mais je suis juif et mon arrière-grand-mère l'est aussi. Donc, souvent les personnes juives suivent euh, plutôt ont des restrictions alimentaires un peu plus euh, des restrictions alimentaires spécifiques. Puis la communauté juive à Ottawa est quand même assez petite. Euh, puis ça a été vraiment difficile de trouver quelque part pour des soins à long terme qui pouvaient lui offrir euh, les services en français, mais aussi accommoder ses restrictions alimentaires. Tandis qu'à Montréal, la communauté juive est beaucoup plus élargie et le français, c'est la langue majoritaire. Donc, c'était vraiment dans cette veine-là qu'on voulait la déplacer au Québec, à Montréal. Par contre, quand, euh, quand sa maladie a progressé, puis c'est commencé où elle avait besoin de quelqu'un avec elle 24 heures sur 24,
nous, ça, c'est devenu beaucoup. Tu sais, comme Anne-Marie l'a mentionné tantôt, je suis étudiant à temps plein. J'ai aussi une job à temps partiel et je suis impliquée dans ma communauté. Ma grand-mère, elle travaille encore et elle est aveugle. Donc, on s'est dit qu'on n'était plus vraiment capable de lui offrir les services qu'elle avait besoin pour bien vivre sa vie. Euh, pour avoir une bonne qualité de vie, je devrais dire. Donc, on a commencé à chercher des services à long terme, des places de soins à long terme pour elle. Euh, Puis, on voulait, comme j'ai dit, la mettre au Québec. Mais ce qui s'est passé, c'est que les temps d'attente pour changer d'une province à une autre sont super, super longs, comme encore plus longs que de ce que c'est juste l'avoir placé en Ontario. Par exemple, nous, on s'est fait dire qu'on pourrait être un cas émergent parce que des conditions actuelles de mon arrière-grand-mère et de nos capacités de lui offrir les soins. Donc, eux, ils étaient prêts à nous offrir, à lui offrir plutôt une place dans une maison à soins long terme dès maintenant, immédiatement. Par contre, à cause du transfert au Québec, on s'est fait dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de temps d'estimer que ça allait être long parce que déjà, il fallait euh, la mettre avec un membre de la famille à Montréal pour qu'elle puisse se faire couvrir par les assurances. Ensuite, elle pourrait se mettre sur la liste d'attente pour un logement de long terme, à soins long terme plutôt. Euh, donc, nous, on a dû prendre la décision difficile de juste la garder à Ottawa, de vraiment faire le plus qu'on pouvait, ma grand-mère et moi, pour elle. Mais c'était rendu à un point où, vraiment, comme je dis, elle avait besoin de l'aide 24/24, elle avait besoin, elle ne marche plus, elle ne mange plus, elle avait besoin de quelqu'un là pour prendre ses médicaments. Donc, on s'est dit que c'était plus possible du tout pour nous de la garder avec nous 24/24. Donc, on a pris la décision de la mettre dans une maison à soins long terme ici à Ottawa. Je dois dire, ça n'a pas été facile de trouver une place, comme j'ai dit, qui accommoderait ces restrictions alimentaires, ces observances religieuses, mais aussi qu'il y avait des services en français qui étaient assez reliable, qui étaient là pour elle tout le temps, parce que justement, elle ne parle zéro mot euh, d'anglais, puis nous, on pouvait pas être là. Tu sais, le but, c'était que nous, la famille, était pas là 24 heures sur 24 pour la supporter. Euh, donc, finalement, on a trouvé une place. Malheureusement, c'est à complètement l'autre bout de la ville de où j'habite. Donc, je ne conduis pas. Ça me prend à peu près 2 heures et demie me rendre par autobus. Donc, c'est comme tout un trajet en lui-même pour me rendre à la voir. Euh, mais puis, tu sais, c'est quand même très difficile de faire sûr qu'elle a des soins en anglais, en français plutôt, qu'elle comprend. Puis, euh, ouais, c'était vraiment des gros débats de famille, de savoir est-ce qu'on devrait attendre pour la mettre, pour pouvoir la placer quelque part à Montréal? Est-ce qu'on devrait juste la placer à Ottawa? Est-ce qu'on devrait la placer à Ottawa en attente de la placer à Montréal? Euh, Puis, tu sais, il y a des super personnes, des super agences qui étaient là pour essayer de nous guider là-dedans. Mais même pour eux, c'était une première. Tu sais, c'était pas quelque chose qu'ils voyaient souvent. C'était pas un cas très euh, commun. Donc, même eux avaient de la difficulté de nous dire comment procéder, avaient de la difficulté à communiquer entre provinces aussi, parce que, comme Sylvie l'a mentionné, les services de soins puis les programmes et les offres des provinces diffèrent quand même assez entre les deux. Ça diffère quand même assez entre les deux provinces. Euh, Puis, c'est ça, ça a pris énormément, énormément de recherche de notre part avant même de pouvoir
euh, commencer ce processus, puis nous lancer dedans. Euh, Puis en tant que jeune personne avec 1000 autres engagements, ça a été super stressant de gérer toutes ces communications, de gérer ces décisions aussi. Euh, je pense que, tu sais, ça prend 1001 décisions à tous les jours, puis souvent, on prend déjà 40 000 décisions, fait que là, même juste d'en prendre une autre d'extra, c'est vraiment overwhelming, mais tu sais, une journée à la fois, on prenait ça. Maintenant, elle est placée ici à Ottawa. Euh, on attend encore de voir si elle pourra être placée à Montréal dans les prochains mois. Mais en même temps, ça va vraiment dépendre de sa condition de santé, puis comment à l'aise elle est justement de faire l'aller à Montréal. Euh, oui. Merci beaucoup, Apollo Gray. Beaucoup de défis, hein? Beaucoup de défis pour les proches aidants. Puis, moi aussi, je l'ai vécu, là. Je prenais soin de ma maman au Québec, puis moi, j'habite, comme vous le savez, en Ontario. Puis, ça a été assez rock'n'roll. Donc, je vous remercie les deux, Sylvie et Apollo Gray. Et puis là, je vais retourner à ma présentation et nous allons continuer. Donc, nous allons commencer notre discussion avec nos panélistes. Se joignant à Sylvie, Apollo Gray, Geneviève et moi-même, j'aimerais accueillir Maude Villeneuve-Legros. Maude est directrice adjointe pour la Société d'Alzheimer d'Outaouais. Au-delà de ses 10 ans d'expérience en accompagnement auprès des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et leurs proches aidants, elle partagera son expérience sur le terrain et une vision stratégique à échelle organisationnelle. Bienvenue à Maude. Et puis, sans plus tarder, nous allons commencer notre conversation sur les danses interprovinciales. Si mes panélistes pouvaient ouvrir leur caméra, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. OK, bienvenue Maude. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots, là. Tu es la seule qui n'a pas eu quelques mots pour te présenter. Oui, ben bonjour à tout le monde. On a quand même un beau groupe avec nous cet Oui, après-midi, donc bienvenue à tout le monde qui se sont joints. Donc moi, un bonjour de Gatineau aussi, donc de la Société Alzheimer en Outaouais. Alors effectivement, notre réalité est très très collée sur Ottawa. euh, mm, avec la réalité aussi des défis qu'on a en milieu rural, qui eux aussi sont collés avec une autre partie sans que ce soit Ottawa, mais du côté de la municipalité du Pontiac, par exemple, mhm. avec le comté de Renfrew en Ontario. Oui, Champlain aussi. Oui. Oui, oui. OK. Alors, la façon dont on va procéder, c'est qu'on a des questions à poser et puis je vais donner aux panélistes chacun leur tour de répondre. Et puis, s'il y a si on a des choses à ajouter aussi, là, ça va être comme une conversation. Donc, les panélistes, ça va être toutes nous là, que vous avez rencontrés à date cet après-midi. Donc, je vais peut-être commencer à m'adresser à Sylvie. Sylvie, tu as discuté là, du défi de l'aller-retour. C'était quoi le plus grand défi quand tu as eu à effectuer régulièrement des allers-retours entre les deux provinces pour soutenir ta mère et ton père? Pour moi, les allers-retours, c'était difficile lorsque ma mère avait, disons, été en situation un petit peu là, d'anxiété ou de Mhm. moments de panique et tout ça. Ça a été, pour moi, ça m'a causé beaucoup d'anxiété à moi-même. On dirait que j'étais jamais là assez rapidement. Je suis une personne qui aime ça être à l'avant des coups. Donc, si par exemple il se passait quelque chose au niveau là, aussi de sa santé, parce que pour aider aussi à ma sœur là, à se rendre à un rendez-vous, quoi que ce soit. Je pense que c'est ça, là, cette proximité-là qui n'était pas
Tu sais, elle a habité un petit moment chez moi pour environ 5 mois, ma mère, et à ce moment-là, je sentais que c'était plus facile euh, pour moi là, de me déplacer, mon petit 6 minutes était beaucoup mieux là, au niveau de ma santé mentale. Je pense que c'est vraiment ça, que de prendre la voiture puis de m'organiser pour m'en aller chez elle. Alors, c'était tout au niveau de l'organisation là, Ouais. qui faisait en sorte que mon bien-être, mon anxiété, puis même encore, je veux dire, s'il y a quelque chose, puis que je dois me rendre, je sens, même si j'ai été bien outillée, puis que tu sais, j'essaie j'ai été bien coachée, c'est toujours ça, là, cette proximité-là qui fait que, comme Apollo Gray disait, on n'est pas là, tu sais, Mhm. à ce moment-là. Donc, on sent peut-être aussi, pour ma part, un peu de culpabilité. Mhm. On a beaucoup parlé de ça dans les différentes sessions auxquelles j'ai assisté et puis ça m'a aidé, mais c'est toujours là. Ouais, ouais, ouais. Apollo Gray, je sais que ton arrière-grand-mère, vous avez dû la garder en Ontario. Je ne sais pas s'il y a eu des allers-retours pour votre famille aussi par rapport à ses soins. Ouais, ben mon grand-oncle, j'en ai un, donc ses fils directs, j'en ai un qui habite en Floride et l'autre qui habite à Montréal. Mhm. Euh, donc les allers-retours, c'était vraiment pour eux aussi, c'était super difficile. Un peu comme Sylvie disait justement, de ne pas être là. Tu sais, Mhm. quand quelque chose arrive, ça tombait sur ma grand-mère, ma grand-mère et moi. Puis ben, ma grand-mère aveugle ne conduit pas et moi, je ne conduis pas. Donc, même quand on doit aller la voir, tu sais, ça prend à peu près 2 heures et demie d'autobus. Fait que c'est un trajet en lui-même, malgré être dans la même ville. Ouais. Euh, Surtout quand elle doit retourner à l'hôpital pour des soins quelconques. Donc, c'est absolument Mhm. un grand défi. Si j'ai bien compris aussi de ta prestation, euh, ça vous a impacté parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités pour les autres membres de la famille de venir à cause de distance, justement, pour venir vous appuyer, puis peut-être vous donner un petit peu de répit, là. C'est là probablement là, que ça vous a affecté le plus, hein? Oui, ben justement, tu sais, nous autres, c'était ma grand-mère et moi, comme je continue à répéter. Mais les autres membres de ma famille travaillent à temps plein et eux aussi ont leurs enfants, ont leur vie, donc eux ne pouvaient pas prendre le temps de venir prendre le temps de justement nous donner ce répit. Fait que c'était vraiment 24/24 nous qui étions là pour elle, nous qui Mhm. accommodaient tous ses besoins à tout moment. Ouais, ouais. Maude, est-ce que tu as eu des contacts avec des proches aidants qui ont vécu des situations semblables, là, qui ont eu qui ont eu des défis là, par rapport au voyagement puis aux allers-retours? Ben oui, beaucoup de voyagements. On est chanceux, hein, si la personne habite sur le bord du pont, puis nous, on habite juste de l'autre côté, mais c'est pas toujours le cas. L'Outaouais, c'est un gros territoire pour nous, puis Ontario aussi, c'est un gros territoire. Mhm. Mais moi, j'étais intervenante, maintenant directrice, mais il y a quelques années, j'étais intervenante auprès des proches aidants. Et en pleine pandémie, je vous dirais que le plus gros défi était, je veux pas retraumatiser personne avec la pandémie, mais la fermeture des ponts. L'incertitude de devoir même pas être en mesure de traverser le pont pour aller voir notre proche. Ouais. On fait quoi si c'est nous qui faisons le lavage? On fait quoi si c'est nous qui lui fournissons les repas? Puis là, on peut même pas aller le rejoindre avec tous les services qui fermaient. Je vous dirais que étaient de là les plus grandes inquiétudes pour les proches aidants, ou au contraire, on avait des personnes atteintes, dans notre cas, qui étaient au Québec et leurs proches aidants étaient en Ontario. Donc, on avait des appels de proches aidants pour dire, pouvez-vous faire quelque chose, s'il vous plaît? Mhm. On est vraiment pris, là, on peut même pas aller aider physiquement. Fait que ça a été un gros épisode dans les dernières années. Ouais. Heureusement, les ponts sont réouverts, ils n'ont pas été fermés très longtemps, mais ça reste le défi justement de connaître les ressources, être capable de se déplacer, puis de faire les démarches un peu en double, autant au Mhm. Québec qu'en Ontario. Mhm. Oui, puis c'est ça. Donc, ça m'amène à la prochaine question, là. Est-ce que vous avez des conseils, peut-être, Maud, on peut commencer par toi,
par rapport à une personne aidante qui cherche à s'informer sur les services qui sont disponibles dans la province où le proche réside? Est-ce qu'il y a des ressources à recommander? Ben, je vous dirais, puis pendant que j'écoutais Sylvie parler, je l'ai noté parce que je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de bon chemin pour être un proche aidant. Il n'y a pas de bonne porte d'entrée. Je sais que c'est beaucoup de démarches pour les proches aidants, mais mon conseil, ce serait appeler dans les organismes communautaires. On entend souvent d'appeler dans le réseau public, que le gouvernement va nous aider, mais ce sont des gros mécanismes d'accès. Et oui, ils ont l'information pour vous soutenir, mais c'est une lourdeur administrative. Donc, si rapidement vous avez besoin des conseils, de l'information, si ce n'est que juste une ressource, oui, Internet, c'est accessible, là, puis on peut facilement faire une recherche sur Google pour de l'information, mais c'est immense la quantité d'informations qu'on a à trier, à établir. C'est quoi vos besoins? C'est quoi le besoin de la personne? Fait que appeler dans les organismes communautaires, si c'en est qu'un seul, puis dire, si c'est pas toi qui peux m'aider, qui tu peux me référer, hein? Fait que d'un peu relayer. Fait que oui, ça va vous faire promener un peu partout, puis vous faire parler à des gens, mais il vaut bien mieux parler avec des humains qui vont vous comprendre, qui vont vous écouter, puis vous donner des ressources en fonction de quels sont vos besoins. Puis besoins qui vont peut-être évoluer au fur des conversations, mais il y a beaucoup de richesse dans les organismes communautaires. Puis, prêcher pour ma paroisse, ce sont des gens qui sont pleinement dévoués de cœur. Fait que je vous dirais jamais en appelant dans un organisme communautaire, vous allez avoir la réponse de Monsieur, Madame, on peut pas vous aider. Ils Non. vont vous donner l'information, ils vont vous référer quelque part. Fait que je vous dirais, il n'y a pas de bonne porte d'entrée, mais les organismes communautaires, c'est un très bon début. Oui, oui, effectivement. Geneviève, je suis certaine que toi aussi, tu as t'as des idées, des Oui, conseils par rapport à cette ben, question-là. oui, en complément, c'est ça. J'étais curieuse parce qu'à entendre en fait Sylvie, Apollo Gray et le mode, effectivement, les organismes communautaires, aller s'informer, c'est extrêmement aidant et pertinent. Puis je me demandais aussi, parce que quand on parle de proche aidance interprovince, on parle aussi de ce qu'on entend aussi de la proche aidance à distance. Oui, Donc, dans les récits de Sylvie et d'Apollo Gray, c'est ça qui est présent aussi. On est éloigné, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. En fait, j'ai quasiment le goût de vous reposer la sous-question. Comment est-ce que vous êtes arrimé avec la famille, avec les autres proches aidants, quand vous avez été confronté à cette distance-là? On entend des fois des proches aidants qui vont se coordonner, la famille, sur Messenger, qui vont se faire des canaux privés. Comment centraliser l'information puis se tenir informé quand on n'est pas tous à côté, quand on ne peut pas toujours se parler de vive voix ou de face à face. Puis je pose la question peut-être pour des personnes proches aidantes qui nous écoutent en ce moment. Apollo Gray, Sylvie, Maud, êtes-vous au courant de trucs quand on est à distance pour essayer de faciliter un petit peu les démarches? excellente question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut Et démarrer? moi, si je peux commencer, je trouve ça une super bonne idée, Geneviève, l'idée de Messenger ou d'un un courriel, une genre de... Et puis, je dirais que pour notre part, c'est un peu ça qu'on fait. On va communiquer par courriel parce que c'est pas toujours facile non plus, étant donné que ma mère est là à temps plein. Puis des fois, on a besoin d'avoir des conversations plus privées, si tu veux. Mais je dois dire que je ne sais pas si c'est de ma propre nature. Lorsqu'on a commencé, lorsque ma mère a été diagnostiquée, on a commencé les trois dans notre petite famille là, à se rendre à des séances d'information. Et je pense que parce que c'est quelque chose de tellement émotif, tellement ça nous tient à cœur, c'est notre mère dans notre cas, que ce soit n'importe qui, notre grand-mère comme Apollo Gray, tout ça. Euh, des fois, je pense qu'on a besoin d'entendre tout le monde la même chose en même temps parce qu'on devient tellement émotif. Euh, aussi, aussi niaiseux que aussi dire là ben moi j'ai participé à cette conférence-là ou moi j'ai participé à cette session-là puis ils ont dit telle chose. C'est pas reçu de la même façon. On a toute la même façon de voir comment notre personne
vit ces choses-là. Donc, c'est définitivement un défi parce que on a toutes nos propres émotions et tout ça, mais je pense que l'important à retenir dans tout ça, c'est vraiment d'avoir une communication ouverte et je dirais même de, de fixer des rendez-vous. On fait ça maintenant, nous, une fois par mois, on se rencontre soit par Zoom, soit dans un resto où, tu sais, on n'est pas dans un endroit où on devient, disons, un peu impatient peut-être des fois, ou parce que comme Apollo Gray l'a mentionné, c'est difficile. Ça devient difficile des fois. Donc, on se fixe un rendez-vous et on se dit exactement, là, bon, voici, moi, c'est ça mon défi en ce moment, moi, c'est ça, et comment on peut s'aider. Donc, de se prendre un rendez-vous, puis vraiment, là, de faire ça de façon, là, mensuelle, je dirais, puis des fois, dans d'autres cas, c'est un peu avant, mais je pense que c'est important et de ne pas prendre pour acquis que les autres vont le savoir. Nous, on vient tout juste là, de décider là, que on allait là, pour l'été, là, chacune prendre notre mère pour un mois là, pour donner un peu de répit aux autres. Donc, on a décidé ça lors de notre petite rencontre administrative là, des Pouliottes. D'abord. Oui, excellent conseil, excellent conseil. Apollo Gray? Je dois dire, pour ma famille, c'est un défi à ce jour. Euh, Justement, comme mon arrière-grand-mère, elle est à l'hôpital en ce moment. Ça fait à peu près une semaine maintenant. Puis on a été super chanceux parce que c'était une fête religieuse. So, toute ma famille éloignée était à Ottawa les premiers jours de son hospitalisation, exactement ce mot-là. Mais après, tu sais, après, eux autres, ils ont dû retourner à la maison. Tu sais, la vie hors Ottawa a dû recommencer puis continuer. Euh, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment que ça soit ces trois enfants qui sont là pour toutes les communications entre le docteur ou la résidence à long terme. Puis les trois sont là pour que les trois entendent l'information en même temps. Puis là, ces trois personnes-là vont se charger de partager l'information au reste de la famille. On a un petit groupe WhatsApp qui s'appelle Updates de Mamie. Mamie, c'est mon arrière-grand-mère. Donc, il y a une personne qui se charge d'écrire un résumé. Puis ensuite, si les autres ont d'autres choses à rajouter et ou autre chose, ou ont compris autre chose, c'est une manière de converser, comme si c'est pas juste une personne qui entend tout et qui va avec ce qu'elle a compris. C'est vraiment... Il y a trois perspectives différentes parce que tout le monde entend et comprend différemment les affaires. Ouais. Euh, Puis, tu sais, quand elle a commencé à déménager dans la maison de soins à long terme, ça a été vraiment difficile parce qu'il y a un frère qui communiquait complètement avec la place de soins à long terme. Mais là, quand lui est reparti en Floride, c'était nous qui devions communiquer avec cette personne-là. Puis ça a causé beaucoup, beaucoup de moments où les communications étaient mal rendues. Il y avait des manques de communication, des manques de compréhension. Puis ça a pris vraiment une bonne semaine et demie où que tout le monde s'assoit puis soit comme, OK, on doit tous se mettre sur la même page parce qu'on peut plus continuer comme ça fonctionne pas pour personne. Ouais. Non, c'est des bonnes observations. Puis je vois Chantal dans le chat dit aussi que de définir les rôles de chaque personne dans l'équipe, ça a été très facilitant pour sa famille. Donc ça aussi, ça clarifie beaucoup les choses. Euh, oui, vas-y. Si je me permets, je veux juste revenir à la question Oui, originale de recherche de soutien puis ressources. Oui. de ressources. Pour moi, ça a été vraiment difficile parce qu'au début, en tant que jeune personne, je me suis dit,
ah, je suis pas proche aidant, je suis juste là. Je rends un coup de main. Mhm. Ces ressources sont pas là pour moi. Puis, fait que là, je me suis dit, ah, tu sais, c'est pas pour moi. J'ai aucun droit d'aller mettre le nez dans ces ressources-là. C'est pas jusqu'à ce que quelqu'un me dise, non, non, Apollo, ce que tu fais, c'est de la proche aidance. C'est pas juste donner un coup de main à ta famille. Euh, donc, c'est vraiment de. Faut se get over cette pensée de ces ressources sont pas pour moi. Puis Ouais. parce que même si dans ce moment-là, c'est peut-être pas ce que tu cherches, ça t'empêche pas d'aller chercher. Puis peut-être ce que tu trouves, ça peut t'aider. Et sinon, that's OK. Continue à chercher jusqu'à ce que tu trouves ce que tu cherches. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est un très bon point. L'auto-identification, là, c'est numéro un, c'est la première étape. Parce que dès qu'on s'identifie comme proche aidant, mais là, c'est là qu'on peut aller chercher. C'est aussi simple qu'aller dans Google puis chercher soutien pour proche aidant. Si on ne s'identifie pas comme proche aidant, on ne pensera même pas à faire cette première démarche-là. Donc, oui, excellent point. Excellent point. Je ne sais pas, Sylvie, si tu as d'autres choses à ajouter là, sur toi, comment t'as négocié ça, trouver des ressources Mais je dans suis une autre entièrement communauté. d'accord avec ce qu'Apollo Gray disait parce que au tout début, c'était pas, moi, je m'en allais pas chercher de l'information comme proche aidante. J'avais même pas pensé de m'identifier comme ça. Donc, je pense que c'est important de juste aller fouiller, mais tu sais, je comprends comment ça peut être, comme tu disais, Apollo Gray, là, ça peut être overwhelming, mais je pense que d'aller cogner à toutes les portes qu'on puisse cogner, là, c'est ça l'important, puis de ne pas se décourager, puis tu sais, d'essayer là, de Hmm. continuer même quand on n'a pas les réponses que l'on cherche. Puis des fois, on ne sait même pas c'est quoi les réponses qu'on cherche. Fait que, tu sais, c'est Ouais. juste d'aller chercher de l'information pour nous aider à décortiquer tout ça. Parce que c'est nouveau. Il y a, tu sais, si tu ne l'as pas vécu avant, tu sais pas, c'est du nouveau. Donc, c'est un peu ça, là, d'essayer comme ça, là, de continuer sur le chemin. Là, c'est certain que c'est pas facile, mais à un moment donné, de fil en aiguille, on trouve des perles rares, hein, Maude? Puis j'ajouterais aussi que il faut pas nécessairement attendre qu'un diagnostic ait été fait. Je pense justement là, dans le cas de l'Alzheimer, démence, puis tout ça, souvent c'est la famille qui est les premiers tu sais, qui découvrent qu'il y a des changements chez leurs proches. Puis on me dit souvent, tu sais, quand je recommande aux gens, ben, contactez la Société de l'Alzheimer, la Société de la démence à Ottawa. Ils me disent, oui, mais ils n'ont pas de diagnostic encore. C'est pas grave. C'est pas grave parce que s'il y a un diagnostic à être fait, premièrement, c'est eux autres qui vont vous aider à accéder à ces ressources-là. Et puis ils vont avoir d'autres ressources puis d'autres conseils pour vous aussi en tant que proche aidant. Parce que pour le diagnostic, des fois, il faut que ça soit assez avancé pour qu'un médecin fasse cette déclaration-là. Mais ça change pas le fait qu'en tant que proche aidant, il y a des ajustements à faire. Comment on prend soin de la personne, comment on oriente notre maison, comment, tu sais. Maude, je vois que t'as Oui, ben, débranché dans ton micro. oui, ben j'allais dire justement, dans notre cas, nous, on n'a pas besoin de diagnostic, mais peu importe les défis de la personne en besoin, qu'on l'accompagne quelques heures par semaine, qu'on l'accompagne 24/7, les proches aidants, les membres de la famille, ils ont des besoins. Puis eux autres aussi, vous avez le droit d'aller chercher des ressources pour vous, diagnostic ou pas. Euh, Comme je vous disais tantôt, peu importe l'organisme communautaire, ils vont pas vous demander Non. un passeport là, de proche aidant. Il n'y a pas de carte d'identification du proche aidant. Mm. Donc, vous mettez le chapeau parce qu'il vous fait tout simplement. Puis ça répond peut-être un petit peu à la question de, Ah ouais, de la. l'osoncer dans le chat. Ouais. Euh, donc, on s'identifie ou on s'identifie pas. Mais je pense que simplement le fait de prendre le chapeau de proche aidant, ça valide d'abord toute l'implication que vous Mm. avez auprès de votre personne en besoin, que ce soit un membre de la famille, un voisin ou peu importe. Il n'y a pas de lien de sang, là, c'est un lien de cœur. On est dévoué envers Ouais. quelqu'un. Mais juste ce chapeau-là,
va vous permettre de vous donner accès, en fait, à des services. Donc, déjà, ça, c'est le plus important, je pense, pour se reconnaître, là, entre guillemets, comme proche aidant, mais d'aller chercher des services. Et de notre côté, nous, c'est ce qu'on dit, que la personne ait un diagnostic ou pas, qu'elle veuille des services ou pas, on a des services pour les proches aidants. Et ça, peut-être que votre personne en besoin va être fâchée ou va dire, ben, je comprends pas qu'est-ce que tu t'en vas faire là, moi, je suis pas malade. Ben, t'as raison. T'es pas malade, mais moi, j'ai besoin d'aller m'informer. Fait que déjà ça, ça valide les services que vous allez aller chercher pour vous. Puis par la bande, votre personne en besoin, elle ne sait pas, mais ça va l'aider, puis ça va vous aider au final. Oui, oui. Très, très, très bon point. Euh, et puis, j'avais une autre idée, mais là, ça m'est parti, ça va me Je peux revenir. peut-être y aller, Anne-Marie, parce que ça me fait penser aussi, on parle beaucoup justement d'auto-reconnaissance, puis après, il y a la reconnaissance qui peut venir de l'entourage. Donc, je dirais, Mm. quand on sent que ça en fait beaucoup, qu'on ne sait pas trop quoi faire, des fois, passer par le médecin de famille, passer par un professionnel de la santé, donc au moins d'en parler avec des gens de confiance et on espère, on se dit que de plus en plus dans la société, il y a une meilleure reconnaissance de la proche aidance. Ouais. Donc, de ne pas garder ça pour soi, finalement, de parler de ce qu'on fait, des tâches qu'on fait. Peut-être qu'on est fatigué, peut-être que ça fait beaucoup. Et là, peut-être que c'est quelqu'un qui va nous reconnaître comme ça et qui va nous le refléter aussi. Donc, Oui, ouais. oui, oui. Puis je me suis rappelé ce que je voulais dire aussi. La proche aidance, être proche aidant, ça ne veut pas juste dire que tu vis avec la personne là, 24 heures par jour, 7 jours semaine. Tu sais, on a l'exemple de Sylvie qui habite Mhm. dans une autre province, puis de moi-même aussi. Moi aussi, tu sais, ma mère était, mes parents sont au Québec. Ça peut être, on peut, juste le fait qu'on veut s'informer, puis qu'on veut être capable de mieux comprendre la situation, ça nous rend proche aidant. OK. Je veux passer peut-être à un autre thème qui s'est peut-être mieux répondu. Ben, on peut entendre peut-être les expériences de nos proches aidants, mais aussi de nos autres panélistes, là, côté naviguer entre deux systèmes, outre, ben, aussi côté médical, là, mais en quoi les différences de critères d'admissibilité, de procédure, de temps d'attente entre les provinces, comment ça a affecté la continuité des soins pour la personne aidée? Je pense qu'Apollo Gray est un très bon exemple avec ton arrière-grand-mère. Je ne sais pas si tu aurais d'autres commentaires ou d'autres suggestions à faire à ce sujet-là. Ouais, ben, de ce que j'ai vu, les critères de soins en particulier, parce que c'est ça, c'est là où beaucoup de notre attention a été Mhm. vraiment focus pendant la dernière année. Euh, c'est entre Ontario et Québec. Pour recevoir des soins à long terme, la personne doit être couverte par les assurances de la province. Euh, peu importe. Puis ça, déjà, ça prend un temps d'attente. Les temps d'attente diffèrent un peu par de province à province. Euh, Puis là, ensuite, là, faut être mis sur la liste d'attente pour euh, Mhm. un soin à long terme, une place de soins à long terme. Puis justement, pour mon arrière-grand-mère, si on l'avait placée à Ottawa et on voulait quand même éventuellement la transférer à Montréal, ça nous aurait mis complètement, ben, ça nous a mis complètement à la fin de la liste d'attente parce que Mhm. elle a un logement, elle a une place à rester à Ottawa, même si c'est pas idéal pour elle ni pour nous. Euh, donc, c'est vraiment c'est intéressant comment fonctionnent les systèmes, puis quelles choses peuvent justement ralentir les roues, puis les choses qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Ce qui nous a mis un grand bâton dans les roues, qui est vraiment bizarre dans mon opinion, c'est le fait que mon arrière-grand-mère était résidente du Québec, mais là, elle était résidente en Ontario, puis là, devait retourner, voulait retourner en tant que résidente du Québec, mais parce qu'elle avait déjà fait un transfert de province, ça allait être plus compliqué de retransférer de province. Pourquoi? Je ne sais pas, on m'a jamais expliqué, mais ça a été un concept intéressant à entendre et à intégrer pour notre famille. Mhm. Mhm. Euh, Geneviève, je ne sais pas si tu as des conseils par rapport à ça, là, par rapport aux Oh, différents. oh oui. Ben, tu sais,
En fait, c'est sûr que. Puis je voyais qu'il y avait une question dans le clavardage aussi Oui. par rapport à ces transferts-là. Puis, tu sais, pour ma part, c'est sûr que je comprends pas les fins de détails de tous les systèmes, mais Bon. comme intuition générale, j'aurais tendance à en parler, bien entendu, avec l'équipe de soins, de ces pensées-là, de ces plans-là de transfert, avec des intervenants du communautaire du Québec. Pourquoi pas aller vers un organisme aussi de l'autre province pour s'informer? C'est Oui. souvent, ça va commencer par l'information. Donc, comment est-ce Oui. que ça fonctionne? À quoi s'attendre? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qu'on a besoin comme formulaire? Qu'est-ce qu'on déjà d'avoir cette information-là et d'aller, tu sais, on le dit un petit peu depuis le début, hein, de cogner aux portes, Oui. c'est sûr que c'est pas mal, je dirais, la première étape. Et là, j'ai aimé comme Apple Gray a nommé aussi une journée à la fois, Oui. parce qu'effectivement, ça fait énormément de choses. Donc, une journée à la fois, mais j'irai m'informer dans la différentes provinces, Ontario, Québec. Donc, c'est quoi les démarches, c'est quoi les étapes, à quoi Mhm. s'attendre, puis de parler à plus d'un professionnel parce que c'est des connaissances aussi. On les a pas toutes à l'intérieur d'une tête. Souvent, il faut aller à différents endroits. Oui, le système de la santé est très Oui, oui, oui. compartimenté. Eh, Oui, oui, oui. Sylvie, est-ce que tu as des commentaires là-dessus? Les différents critères, puis comment ça, tu sais, comprendre comment ça fonctionne d'une province à l'autre, puis est-ce que ça a impacté les soins? Je sais que ta maman était Ben, je dirais que oui, ça l'a impacté parce qu'il y a eu comme un... euh, lorsqu'elle a été diagnostiquée, la neurologue elle est en Ontario. Et puis, disons que tu sais, le diagnostic a été fait, mais on n'était pas trop certain. Là. Je pense qu'on a peut-être eu des lacunes à ce moment-là de ne pas avoir poussé plus loin. Ça veut dire quoi, là? Et tout ça. Et puis, son diagnostic, c'était, en anglais, il disait là, Early On Stage Alzheimer. Donc, elle était vraiment au tout début, là, j'imagine, lorsqu'on parle de niveau, là, c'était pas très avancé. Euh, mais aussi simple que elle a été diagnostiquée, elle vivait en Ontario. Le médecin lui a prescrit une patch, là, un tampon là, pour mettre, pour pas ralentir, mais vraiment essayer de, comment je dirais bien ça, Maud, là, je me souviens pas, là, stabiliser, mettons, et Pour puis, ralentir. la, parfait, merci. Lorsqu'elle est venue vivre au Québec pour ces quelques mois-là, il n'était pas au courant de ça, là, il y a 7 ans passés. Là, les gens du réseau de la santé, ils connaissaient pas ça. Puis, donc, c'est juste ça. Là, je pense que c'est la frustration que l'on vit qui est difficile et ça nous freine peut-être dans nos recherches à ce moment-là, parce que comme on a dit, tu sais, ben, pourquoi moi j'ai recherché pour ça, comme c'était mon père, le prochain aidant à ce moment-là, mais c'est là les différences entre les deux systèmes, je pense, qui activent là, cette frustration-là, puis qui rend les choses un peu plus difficiles. De là l'importance de s'informer. Là. Oui, oui, oui. C'est ça. Maud, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, ben, j'allais dire aussi pour la question de Madame Pascal Laplante qui pose, je répondrai pas directement à votre question, mais c'est toujours là le défi des proches aidants dans un contexte interprovincial où il y a des bénéfices d'un côté, hein, d'un territoire, puis peut-être pas de l'autre. Il y a des choses où c'est plus facile d'avoir accès en Ontario, plus difficile au Québec, et vice-versa. Et c'est difficile, je pense, pour les proches aidants de se dire, OK, ben, on le disait tantôt, hein, on sait même pas c'est quoi nos besoins au début, on s'informe, puis ça évolue comme ça, mais la maladie de notre proche, elle va évoluer aussi, ses besoins vont évoluer. Puis de prendre la décision maintenant, puis dans quel impact ça va avoir dans quelques années, c'est beaucoup d'incertitudes, c'est beaucoup de pression sur les proches aidants. Sylvie le nommait bien tantôt, la culpabilité, c'est toujours là. Puis Oui, effectivement, on ne veut pas l'enlever, mais on veut être confortable à vivre avec la culpabilité, hein. Mais
de toujours un peu, justement, s'informer des deux bords, des deux provinces, excusez-moi, puis de dire, OK, c'est quoi le plus-value hein, dans tout ça? Hein? Big picture, Mhm. là, globalement, qu'est-ce que je gagne là, à déménager dans une province versus l'autre? Puis ça se peut que dans 2 ans, les besoins changent, puis c'est peut-être justement à plus de la retransférer. Donc, la réalité d'Apollo Gray où Mamie se promène entre le Québec et l'Ontario, parce que c'est probablement que ça répond à des besoins du moment. Puis Mhm. dans les prochains mois, on ne le sait pas. Donc, c'est normal que vous êtes incertain, que ça vous cause du stress, que ça vous cause de la culpabilité parce que c'est des défis qui sont vécus par beaucoup de monde. Et là, on parle des paliers gouvernementaux, des mécanismes aussi gouvernementaux, mais au-delà aussi des documents légaux. Hein. Qu'est-ce qu'on gagne? Oui, elle habite en Ontario. Est-ce qu'elle a fait faire des documents légaux au Québec? Comment on promène ces documents-là? Comment on demande l'accès à des documents, à un dossier médical? C'est pas simple, mais c'est des démarches qui peuvent être gagnantes à faire parce que finalement, ben, les dossiers, les papiers, tout ça, les Ouais, démarches légales vont suivre avec la personne, peu importe dans quel territoire elle se trouve. Là. ouais, effectivement. Alors, j'ai envie d'ajouter aussi, tu sais, c'est des grandes décisions, puis on sait pas nécessairement quelle qui est la meilleure. On fait le choix qu'on pense qui va être la meilleure. Puis une fois qu'on est dans la situation, peut-être qu'on se dit, oh, j'ai-tu pris la bonne? Mm. En fait, il faut le vivre. Puis je pense que cette culpabilité-là aussi, on se dit, on sait qu'on a l'intention de prendre les meilleures décisions pour notre proche. Ça se peut que des fois, on va être un petit peu à côté. Ça sera peut-être pas comme on le pensait, mais il faut se donner un peu cet espace-là pour ne pas savoir, là. On fait du mieux qu'on peut, puis c'est déjà énorme. Tu sais. Oui, 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 bon point. Je pense Parfait. aussi, il n'y a pas de recette magique. Il n'y Non. en a pas de how-to, là. Voici étape 1, ce qu'on fait étape 2. C'est vraiment, tu sais, on parle comme tu disais, Maud, on parle du cœur, là. Puis on veut le meilleur pour, et tout le bien pour cette personne-là qui est atteinte, qu'elle soit une personne de notre famille ou pas. Si on a pris cette décision-là d'être là pour eux, c'est parce que, tu sais, ça vient du cœur. Donc, je pense que c'est ça qui est déstabilisant aussi. C'est pas juste Mhm. la culpabilité, mais on devient très déstabilisé parce qu'on veut pas. Puis moi, le point du consentement, là, c'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté. Je pense pas jamais que je vais m'en remettre de ça, là, du fameux consentement. Puis je sais que c'est très fort au Québec, ça. Je sais pas si c'est En la même Ontario chose en aussi. Ontario aussi, là. Mais oh là là, que c'est quelque chose de difficile à jongler, là, ça. Oui. Mais je vais revenir sur le point que Maud a fait tantôt aussi. Même si votre proche vous a pas donné le consentement d'aller chercher de l'aide dans une agence comme la sienne ou comme d'autres semblables, ça ne veut pas dire que vous pouvez aller chercher du soutien pour vous-même. Puis en vous trouvant du soutien pour vous-même, ça va peut-être aussi vous aider à tranquillement apprivoiser votre proche, à avoir accès aussi aux services là, qui sont disponibles là, qui sont gratuits, puis qui sont vraiment développés pour leurs besoins spécifiques. Geneviève, est-ce que tu avais d'autres choses? J'ai vu que tu avais... Non? OK. Là, je remarque que le temps file. Il est déjà 1 heure et presque 5. Donc, je pense que je vais suggérer qu'on passe à nos présentations, Geneviève et moi. Et puis, ça va nous donner le temps à la fin aussi de poser des questions, puis peut-être de revenir là, sur certains thèmes qu'on a déjà discutés. Je vais passer à la prochaine. Donc, c'est ça. Alors, avant de passer aux questions, là, Geneviève et moi, on voulait vous donner un aperçu là, des soutiens qui sont disponibles à chacun de nos deux organismes pour vous aider là, en tant que proche aidant et puis vous outiller, vous orienter et bien soutenir votre propre bien-être en tant que personne aidante. Donc, on va commencer avec l'appui. Attendez, là, vous avez... oh là là. Bon, qu'est-ce que je suis rendue là? Voilà. OK. Voilà! OK, c'est moi ça, c'est bon. Ouais. Merci Anne-Marie. Alors, voilà, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter là, les différents services qu'on offre à l'appui. Alors, comme je disais, qui sont destinés aux personnes proches aidantes qui soutiennent un proche qui est au Québec ou qui réside elle-même au Québec. Alors, oui, parfait, super. Alors, on a le service Info Aidant, donc qui est une ligne d'écoute, d'information et de référence pour les personnes proches aidantes, leur entourage et aussi pour les intervenants, les intervenantes.
Et ce sont en fait mes collègues qui répondent. Ce sont des conseillères et conseillers qui sont des professionnels disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc, vraiment pour vous répondre par téléphone ou par clavardage. Et tantôt, là, je disais justement de cogner aux portes pour aller chercher de l'information sur les services au Québec. On est vraiment des généralistes de l'approche aidance au Québec. Donc, certainement qu'on peut vous donner des pistes pertinentes là, par rapport à votre situation. Et je tiens à préciser que le service est entièrement gratuit et aussi confidentiel. Ensuite, j'aimerais, ben c'est ça, vous parler du répertoire de ressources. Donc, si vous voulez faire des recherches de manière autonome de votre côté, on a notre répertoire des ressources, donc vraiment, qui regroupe les différents services offerts dans toutes les régions du Québec pour les personnes proches aidantes. Alors, vous pouvez effectuer une recherche par code postal ou vraiment selon le type de service souhaité. Comme vous voyez à l'écran, vous pouvez chercher des services de répit, d'information, documentation, des activités de formation, des fois qui sont offertes en présentiel, des fois à distance, des services d'entraide, de soutien, du soutien pour tout ce qui est mesures juridiques et fiscales, pour ce qui est de l'aide à domicile, ce qui concerne le transport et l'accompagnement, excusez-moi, et le logement et l'hébergement. Et vous avez justement, c'est ça, différentes catégories là, de services proposés. Ensuite, je voulais vous parler des programmes de formation et de soutien en ligne qui sont aussi gratuits et entièrement offerts à distance. Hein. On parle de proche aidance à distance. Des fois, ça peut vraiment donner un bon coup de pouce d'avoir un accompagnement de ce genre-là. Donc, des programmes de formation qui sont destinés aux personnes proches aidantes. Comme je disais, les contenus de formation sont accessibles en ligne et il y a une accompagnatrice, en fait, qui va vous offrir des rétroactions tout au long du parcours, donc par écrit. Rapidement, il y a différents programmes. Il y a un programme qui s'adresse aux personnes proches aidantes d'une personne qui a reçu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Un autre vise à soutenir les proches aidants par rapport à la gestion du stress lié au rôle. Et on a un autre programme là, en lien avec l'entrée lorsque la personne aidée entre en hébergement, qui est une transition assez importante, là, justement, dans un parcours de, de, de proche aidant. Et ben, vous avez le lien là, pour pouvoir consulter notre site Internet pour plus d'informations et plus de détails là, sur les différents programmes. Et parlant de notre site Internet, ben, je vous invite à explorer les différents contenus disponibles. Il y a des conseils pratiques, plusieurs informations pertinentes liées au rôle de proche aidant, mais plusieurs sujets aussi qu'on a abordés depuis le début du webinaire. Donc, ça vaut la peine d'explorer tout ça. Et finalement, on a divers outils de sensibilisation. On propose une série documentaire qui s'appelle Au-delà des mots. Puis, tu sais, je tiens à le préciser parce que parfois, on le dit, c'est pas toujours facile de parler de ce qu'on vit, de proche aidance et tout ça. Des fois, de commencer avec une série documentaire ou encore un balado, ça peut ouvrir la discussion, ça peut faciliter les échanges. Donc, on a un jeu de société qui s'appelle Les Jeux de cette famille. Comme je disais, un balado intitulé Des histoires qui résonnent. Et on a aussi des capsules animées là, qui portent sur le deuil, entre autres. Donc, je vous invite à explorer tout ça. Et finalement, ben voilà, on est disponible. Vous pouvez nous rejoindre là, sur les réseaux sociaux. On publie régulièrement des actualités. Bref, mes collègues aux communications sont exceptionnels. Donc, je vous invite à nous suivre. Puis, ça fait le tour pour moi, Anne-Marie. La balado est excellente, hein? Ah, merci, oui. Vraiment, ouais, vraiment bien, vraiment bien. Merci, Geneviève. Merci beaucoup. Donc, donc je vais passer à ce que nous, on fait à Losano. Et puis, comme je disais au tout début de notre présentation, nous, on a été créé en 2018, puis on a comme mission de soutenir les proches aidants en Ontario. Puis ça, c'est comme on a rencontré aujourd'hui des personnes là, ordinaires comme vous et moi qui prennent soin d'un proche, d'un conjoint, d'un ami. Donc, comme avec l'appui, notre site web, c'est vraiment le point d'accès principal vers toutes nos ressources et nos programmes. Il inclut des ressources qu'on a développées spécialement pour les jeunes aidants. Et on a aussi une infolettre, des infolettes, c'est-à-dire publiées mensuellement pour les personnes aidantes et 4 fois par année pour les professionnels de la santé, les prestataires de soins. On a aussi un bulletin hebdomadaire qui s'intitule 90 secondes sur les danses naturelles qui met la lumière sur différents sujets pertinents. Là, et puis ça, c'est publié à tous les mardis. Ça arrive dans votre boîte aux lettres. On vous invite
à vous abonner là, à nos infolettes pour rester là, justement à l'affût de nos ressources, de nos programmes au fur et à mesure que ça se développe. On est aussi, nous autres, actifs sur les réseaux sociaux, comme l'appui. Tant pour sensibiliser là, le public sur les enjeux qui touchent les aidants que pour annoncer nos activités. Sur le site, donc, vous allez trouver une gamme d'outils pratiques, puis des fiches d'information, comme la trousse que vous voyez là, à l'écran, Je suis une personne aidante naturelle, et puis les autres qui figurent sur la diapo. Outre ces documents-là, on offre aussi des ressources sur différents sujets, que ce soit par rapport à un diagnostic particulier, des ressources financières, des témoignages d'autres personnes aidantes, des informations légales. Il suffit juste d'utiliser la case de recherche pour trouver ce dont vous avez besoin. Et nous aussi, on a une ligne d'aide disponible 24 heures sur 24. Notre ligne d'aide est un guichet là, unique pour les personnes aidantes qui désirent recueillir des informations sur les services dans leur communauté. Donc, c'est un petit peu différent de l'appui. L'appui a un répertoire de ressources sur leur site web. Nous, c'est à travers la ligne d'aide là, qu'on peut avoir accès à ces informations-là. La ligne d'aide aussi peut vous aider à vous inscrire à nos programmes ou de trouver là, des ressources sur notre site web si vous avez de la difficulté à les trouver. Et puis, nous aussi, c'est une ligne confidentielle. C'est répondu par des spécialistes en ressources communautaires qui ont reçu là, une formation spécialisée, qui comprennent très bien des défis uniques associés à l'approche aidance. On a aussi un service de clavardage qui est disponible du lundi au vendredi. Et puis, c'est accessible là, gratuitement à toutes les personnes aidantes de l'Ontario, répondu en anglais et en français, mais aussi de l'interprétation qui est disponible je pense que c'est presque 150 langues. C'est pas une ligne de crise, mais nos spécialistes, là, c'est sûr qu'ils vont vous aider à vous connecter à des services d'urgence si vous êtes en crise. On a des webinaires comme celui d'aujourd'hui, sont très populaires et puis sont offerts fréquemment durant l'année. On en a environ 8 par année en français à date. On espère augmenter nos webinaires en français au fur et à mesure que les années filent. Puis en anglais, on en a environ un par mois. Puis ça couvre un large éventail là, de sujets qui mettent toujours l'accent sur des sujets qui visent à améliorer le bien-être des personnes aidantes pour nous aider à nous sentir moins seuls, nous fournir une variété d'informations et de ressources pour nous aider dans notre rôle. La majorité de nos webinaires sont aussi enregistrés et puis les enregistrements sont disponibles sur notre site web. On a aussi un canal sur YouTube là, avec tous nos webinaires. L'inscription est gratuite et puis les liens se trouvent sur notre page web ainsi que sur les infolettes. On offre aussi des groupes de soutien en ligne et un programme de soutien individuel par les pairs. Les groupes sont dirigés par des personnes qui sont ou qui ont été elles-mêmes une personne aidante et sont offerts en anglais et en français 2 fois par mois. Ensuite, par le biais d'un jumelage avec un père mentor, le soutien individuel est une méthode qui permet de transmettre des expériences vécues pour soutenir une autre personne aidante de manière autonome et peut-être qui est plus personnelle. Les mentors sont, elles et eux aussi, des proches aidants qui ont reçu une formation de l'OSANO. Et puis, ils ont aussi l'expérience et les connaissances qui peuvent aider une autre personne aidante avec les défis de leur situation. Ces programmes ne sont pas disponibles aux proches aidants de l'extérieur de l'Ontario, mais on espère que vous allez le partager là, si vous avez des membres peut-être de votre entourage qui vous soutient là, de notre côté. Ensuite, finalement, on a le programme de coaching en aidance. J'ai mentionné tout à l'heure que Brenda était parmi nous. Je pense que Dina est aussi ici. Je pense que je l'ai vu sur la liste. Donc, ce sont 2 de nos coachs qui sont aussi francophones. Donc, notre coaching offre aux personnes aidantes la possibilité de travailler individuellement avec une coach. Donc, c'est pour des situations, si vous vous sentez peut-être dépassé par la situation ou que vous ne savez pas par où commencer, ou peut-être que vous êtes
tout nouvellement dans votre rôle de proche aidant ou de proche aidante, un coach peut vous aider à identifier vos besoins et à les prioriser. Et ensuite, va vous aider à résoudre des problèmes, à créer des stratégies pour établir des objectifs, dis-je, liés directement à vos responsabilités d'aidant. Donc, on vous offre 6 sessions privées avec un coach qui va durer environ 2 à 3 mois. Et ça, c'est tout ce que je mentionne là, que j'ai mentionné par rapport à nos services et nos programmes, tout est gratuit. Donc, c'est maintenant le temps de poser vos questions. Je sais qu'il y en a déjà qui ont été partagées et j'imagine qu'il y en a peut-être d'autres. Euh, je vois qu'il y a eu des ressources qui ont été partagées dans le chat aussi, là, des liens à nos pages. Donc, je vais aller voir les questions. Je pense qu'on en a quand même abordé quelques-unes, mais on a parlé, une des questions, on a touché un peu sur le transfert, là, c'est ça, d'une personne hébergée du Québec à l'Ontario. Est-ce qu'il y en a une parmi vous qui peut peut-être en parler un petit peu plus longuement, là, si vous avez des informations? La personne qui a partagé ça nous dit que sa mère, qu'elle, elle habite à Montréal et sa mère qui souffre de démence est placée dans un centre de soins à Montréal. Mais pour des raisons professionnelles, la proche aidante doit déménager à Toronto l'an prochain et elle aimerait commencer peut-être des démarches pour transférer sa mère à Toronto. Alors, est-ce que il y en a une d'entre vous qui aurait des conseils à donner à notre proche aidante? Ben, si je peux me permettre, je vous dirais, peu importe d'une province à l'autre ou de quel territoire, j'ai d'abord plein de questions à vous poser, là. C'est comme l'intervenante en moi veut vous aider puis vous répondre à votre situation. Mais je vous dirais, ça dépend de plein de choses. Ça dépend, est-ce que votre maman, elle est dans le réseau public, donc elle habite dans une résidence privée. Est-ce qu'elle Mhm. habite encore à la maison? Est-ce qu'elle est connue des réseaux, des réseaux sociaux, excusez-moi, du domaine public, du réseau public? Donc, beaucoup de questions, mais autrement, je vous dirais, ça dépend de la mécanique. Si votre maman, elle est déjà connue du réseau public, ben, je vous dirais, ça va être de travailler avec la travailleuse sociale, avec un intervenant du domaine social. Des fois, c'est des infirmières, selon les défis de santé. Et de voir avec cette intervenante-là. Sinon, tu sais, si elle est présentement hospitalisée, ça peut arriver de parler avec le personnel de soins qui vont pouvoir vous orienter vers la bonne ressource. Si votre maman est à la maison, puis vous voulez la déménager plus proche, de justement contacter des organismes communautaires de la Mhm. région qui vont pouvoir là, soit liés au diagnostic de votre maman, fait que la maladie d'Alzheimer, ça nous ferait plaisir si vous voulez nous appeler, vous répondre à vos questions comme ça. Mais sinon, selon le diagnostic, les services qui vont être plus connus. Si on parle de la maladie de Parkinson, il y a des organismes qui Ouais. parlent de la maladie de Parkinson, donc ils connaissent les ressources liées au diagnostic de votre maman. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui vont vous prendre en charge dans toutes ces démarches-là, mais ils vont être du moins capables de vous orienter parce que ce sont les experts liés à vos défis, aux défis de la personne en besoin. Donc, de commencer de cette manière-là. Mais pas de Mhm. réponse, c'est plate un peu, mais ça dépend vraiment de la situation actuelle, de votre contexte, de où est votre mère, puis de quelle est la prise en charge actuelle. Les bons conseils de contacter la Société d'Alzheimer tout de suite, puis commencer à en discuter, puis trouver des pistes là, pour continuer le cheminement. Geneviève, je ne sais pas si tu as d'autres suggestions. Pas nécessairement, non. C'est vrai que c'est difficile de répondre en précision le jour Ouais, d'événements comme celui-là, mais Maud, je veux dire, c'est en plein ça, là. Ouais. ouais. Bon, on revient au point de cogner à toutes les portes. Euh, Passage nécessaire. Ouais. Ensuite, on demande comment avoir de l'information pour ma sœur et son mari qui sont à Orléans et moi à Québec. Ils n'ont pas d'enfants et personne pour les aider. Ils sont isolés et on s'aperçoit qu'ils ont des pertes cognitives. Quels sont les organismes communautaires en Ontario? Donc, je dirais, je vais peut-être prendre celle-là. Je dirais que pour tout problème de démence à Orléans, Orléans, c'est dans la région d'Ottawa. Ottawa, ils n'ont pas la Société d'Alzheimer, ils ont la Société de démence.
d'Ottawa et de Renfrew. Donc, si vous allez chercher sur Internet, ou on peut, je ne sais pas, Sarah, si tu peux les trouver, le lien peut-être de la Société de démence et de mettre ça dans le chat. Moi, je vous conseillerais de les joindre et puis de leur demander des conseils par rapport aux services auxquels ils seraient éligibles ou à d'autres idées là, pour essayer de les entourer un petit peu mieux. Je vous suggérerais aussi de téléphoner notre ligne d'aide. C'est exactement pour ça qu'ils sont là. N'importe qui peut appeler, là. C'est pas juste pour les. Si votre proche est en Ontario, on considère que vous êtes éligible à ce service-là. Et puis, ils vont être capables de trouver, là, je ne sais pas si vous avez des demandes spécifiques, peut-être par rapport à des repas, des livraisons de repas ou des services à domicile quelconques, là, ils vont être capables de vous aiguiller par rapport à ça. Euh, je pense il y avait pas d'autres questions, en tout cas pas d'autres questions qu'on m'a partagées. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans notre public. Si vous avez des questions, vous les poser. Il nous reste encore quelques minutes. Je sais pas s'il y a des derniers commentaires, Geneviève. Ben, j'ai goût de prendre l'occasion, en fait, pour vous remercier, là, Sylvie, Apollo Gray. C'est très généreux Oui. d'avoir partagé votre parcours. Puis, souvent, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez, je dirais. Il y a plusieurs choses qu'on n'entend pas assez, mais la prochaine danse en contexte étudiant. Ouais. Donc, je tiens à le préciser, là, la conciliation de tous ces rôles-là, des fois, on parle beaucoup de cogner aux portes, mais on pense pas nécessairement aux établissements scolaires, de parler aussi avec les différentes personnes qu'on côtoie au quotidien dans nos différents rôles, Mhm. pour essayer de trouver, de tendre vers un meilleur équilibre. Euh, Parce que voilà, Exact. c'est important qu'on puisse persévérer, réussir, préserver un sens de notre identité, continuer à cheminer en santé, en conciliant ces différents rôles-là. Donc, je voulais juste Ouais. le Puis mentionner. justement, Geneviève, c'est très bien posé. Je voulais partager que nous, à Losano, on s'est donné comme projet spécial là, pour il reste 2 ans. C'est un projet de 3 ans. On se concentre justement sur le milieu universitaire, postsecondaire, Oh, pour développer des outils puis des stratégies, créer des liens, créer des réseaux et puis donner de l'information là, pour que le personnel sur les campus soient mieux équipés pour mieux génial. identifier puis soutenir les personnels, que ce soit des étudiants ou aussi du personnel Complètement. de l'université, oui. Et Ouais. puis, on a une autre question. Comment gérez-vous le travail en même temps que la proche aidance, surtout avec l'aspect interprovincial? Est-ce que vous avez vécu des difficultés par rapport à ça? Alors ça, c'est une question Bonne question. pour nos proches aidants. Apollo Gray, je ne sais pas si tu peux répondre, peut-être incluant justement le contexte en tant qu'étudiant à temps plein. Ouais, honnêtement, je dois dire, j'ai une chance incroyable. Je travaille pour Franco Queer, qui est l'unique organisme francophone pour les personnes queer en Ontario, par Mm, et pour les personnes queer en Ontario. Donc, puis comme c'est un organisme pas super connu, mais qui œuvre dans justement le système communautaire et qui œuvre dans la gestion de services puis l'offre de services, j'ai j'ai des collègues et des superviseurs qui me comprennent, puis hyper ouverts à justement cette collaboration pour assurer que mes choses peuvent être faites, mais que aussi les choses à la famille, les mm, choses que je dois faire pour ma famille soient, euh, soient aussi accomplies dans le temps nécessaire. Puis justement, moi j'ai de la chance, le projet dont je gère chez Franco Queer, c'est un projet où les personnes queer vont dans différents publics puis répondre à des questions sur leur vécu. Donc moi j'ai souvent la chance de témoigner sur justement mon histoire de proche aidance et de faire la sensibilisation aux profs des écoles secondaires, mais aussi aux jeunes personnes dans les écoles secondaires sur c'est quoi être une jeune personne à l'université queer qui fait de la prochaine danse. Euh, Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé super
empowering, surtout depuis le décès de mon grand-père. Euh, c'est quelque chose qui me permet de parler de lui, puis de permet de garder un peu le fil de ce que je fais. Puis ça, j'ai vraiment beaucoup de chance. Surtout qu'il y a toujours des difficultés, tu sais, il y a toujours des limites. Dans les choses qu'on peut faire au travail, puis les temps de repos qu'on peut prendre. Mais non, j'ai été super chanceux et je suis très reconnaissant pour mes employeurs puis mes collègues. Merci, merci. Sylvie, est-ce que tu as quelques mots avant qu'on termine par Oui, rapport à ton... ben comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai la chance d'être à la retraite et notre petit cocon là qui s'occupe de notre mère aussi, donc j'ai pas à concilier tout ça, mais je tenais à remercier tout le monde ici présent là, les gens sur le panel, surtout là. Je ressens tellement de bienveillance, puis je pense que de nos jours, c'est tellement important. Je trouve que des organismes comme les vôtres, ça nous en prend, puis ça nous en prend à pelleter, puis je sais que c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, je vous remercie de prendre le temps d'avoir des belles discussions comme ça, puis de permettre aux gens de ne pas s'isoler, parce que je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est d'en parler, d'être capable d'être ouvert, puis d'être capable de partager, puis de voir que on s'en va tous par là, et Ouais, puis de développer cette bienveillance-là, puis à toi aussi, Apollo Gray, tu sais, kudos à toi parce que c'est pas facile. Il y a tellement beaucoup de choses à gérer là que moi je sens que bon, je suis rendue là dans ma vie, mais bravo à vous tous là parce que c'était du bonbon. Merci beaucoup. merci beaucoup. Alors, sur ce, je vais passer, c'est malheureusement la fin de notre présentation. Je veux remercier là, tous les panélistes, euh, Sylvie, Apollo Gray, Geneviève, Maude, de nous avoir partagé vos connaissances, vos conseils, vos expériences privées là, de votre vie privée. Puis je remercie là, tous ceux qui sont qui sont avec nous aujourd'hui aussi, qui ont pu profiter de cette belle présentation. Je vous remercie de votre participation. Et puis, nous espérons que vous avez trouvé les informations présentées très utiles.